Le soleil se leva péniblement le 23 janvier 1881. Le thermomètre avait chuté jusqu'à moins 42 degrés Celsius. La bourrasque hurlait avec une fureur telle qu'on l'aurait cru échapper d'un enfer de glace. À travers tout le département du Doubs, dans la région de Franche-Comté, les chalets de bois gémissaient tels des os brisés. Des volutes de fumée s'échappaient des encadrements de fenêtres mal calfeutrées. Des foyers entiers se blottissaient étroitement autour d'âtres affamés, lesquels dévoraient le bois de chauffage sans presque rien offrir de chaleur en retour. Néanmoins, il existait une demeure bien précise qui se distinguait des autres. Elle était minuscule, modeste, quasiment engloutie par les collines drapées de neige du Jura. Absolument aucun filet de fumée ne s'échappait de cette bâtisse. Aucune lueur de lanterne ne vacillait à travers ses carreaux. Les villageois les plus proches, ceux qui parvenaient encore à avancer dans la poudreuse jusqu'à la taille, murmuraient que la veuve avait trépassé. Ils supposaient que sa folie l'avait finalement rattrapée. Ils étaient convaincus que son orgueil obstiné l'avait transformé en un véritable bloc de glace. Cependant, une fois que la lumière du jour réussit à percer le ciel couvert et qu'un habitant trouva le courage de frapper à sa porte, ce n'est pas la faucheuse qui les attendait. C'était bel et bien la vie. Ils furent accueillis par une tiédeur douce, constante et tout à fait déconcertante. Ils découvrirent une femme de 57 ans installée près d'une table, tricotant sereinement un pull en laine. Il n'y avait aucun feu flamboyant, aucune bûche ne se consumait en cendres. Malgré cela, l'atmosphère à l'intérieur de sa maison affichait une trentaine de degrés de plus que le froid glacial qui régnait dehors. Comment était-ce possible ? Quel secret se cachait derrière ces murs que tout le monde avait considérés comme de vulgaires détritus ? Afin de comprendre cette histoire, il nous faut remonter 3 années en arrière, jusqu'à l'automne de l'année 1877. C'est à ce moment-là qu'une femme nommée Ingrid Sorensen arriva dans le Doubs, ne possédant rien d'autre que 90 francs en poche, une valise en cuir élimé et le lourd fardeau d'un veuvage récent. Ingrid était originaire de Norvège. Elle avait grandi dans une bourgade où la saison glaciale s'éternisait durant 8 mois et où le soleil osait à peine se montrer. Elle avait traversé la mer du Nord et l'Europe aux côtés de son époux, poursuivant le rêve d'une terre d'opportunité. Un endroit où la rumeur affirmait que même les gens sans le sou pouvaient revendiquer un lopin de terre pour eux-mêmes. Mais le destin fait rarement preuve de clémence envers les rêveurs. Son cher Lars succomba à une pneumonie bien avant de pouvoir voir cette ambition se concrétiser. Un mauvais coup de froid s'était transformé en une fièvre foudroyante. Il endura 3 journées d'agonie. Et ensuite, il n'y eut plus que le silence. Ingrid se retrouva totalement isolée. Pas d'enfant pour la consoler, aucune famille dans les environs. Elle avait également atteint un âge que la plupart des gens jugeaient bien trop avancé pour repartir de zéro. On s'attendait généralement à ce que les dames de son époque se trouvent un nouveau mari, cherchant refuge et sécurité sous le toit d'un autre homme. Pourtant, Ingrid était faite d'un tout autre bois. Son père gagnait sa vie en bâtissant des corps de ferme dans les sommets escarpés de la Norvège. Son grand-père était ce genre de type silencieux qui savait déchiffrer les murmures du vent et de la terre. Et on lui avait enseigné à prêter attention à ces mêmes éléments. En franchissant la porte du bureau foncier de Pontarlier, l'employé la dévisagea avec une profonde pitié. Il lui suggéra une parcelle proche du bourg, de taille modeste, mais facile d'accès. Ingrid déclina l'offre. Elle réclama un emplacement plus éloigné, un terrain plus abordable, une étendue de terre dont personne d'autre ne voulait. On lui accorda 40 hectares situés sur une crête continuellement balayée par les vents du nord. Il s'agissait d'un coin de nature sauvage sur lequel aucun paysan sensé n'avait jamais pris la peine de s'installer. 90 francs ? Ce fut l'intégralité du prix qu'elle déboursa pour sceller son destin. Ses premiers jours s'apparentèrent à un exercice de survie à l'état pur. Ingrid se reposait dans une charrette empruntée. Ses repas se composèrent de croûtons rassis et d'eau puisée dans un ruisseau voisin. Elle arpenta ses hectares à maintes reprises, observant chaque détail. Elle palpa la terre, elle évalua les brises dominantes, elle traquait l'endroit précis où son grand-père aurait coulé des fondations. Finalement, elle tomba sur un léger creux naturel dans le flanc de la colline. On aurait dit un lieu où le paysage lui-même s'ouvrait pour offrir une étreinte. C'est à cet endroit même qu'elle commença à pelleter. Elle n'érigeait pas une demeure au-dessus du sol, mais plutôt un refuge intégré dans celui-ci. La bâtisse était à demi enterrée, la façade était orientée plein sud afin de capter la moindre parcelle de lumière hivernale. Lorsque les premiers voyageurs l'aperçurent en plein labeur, ils arrêtèrent leur monture simplement pour l'observer. Ingrid se tenait là, toute seule, maniant la bêche et déplaçant la terre avec l'énergie d'un jeune ouvrier. L'un de ces curieux était un individu nommé Thomas Delacroix. Il était l'heureux propriétaire de 300 hectares de terre, il possédait une maison à 2 étages. Il faisait venir du bétail depuis l'autre bout du pays. Ses vêtements restaient impeccablement propres en toutes circonstances.
Thomas descendit de son cheval en arborant le sourire condescendant typique des hommes toujours habitués à avoir raison. « Madame Sorenson » tonitruat-il en s'assurant que les deux compagnons qui chevauchaient avec lui puissent entendre chaque syllabe. « Êtes-vous en train de creuser votre propre tombe par ici, ou comptez-vous vivre comme un blaireau ?» Les autres hommes gloussèrent. L'un d'eux était Jacob Müller, un immigré alsacien à la longue barbe qui avait passé 2 décennies à survivre sur le plateau jurassien. Il se considérait comme un bâtisseur expert. Il tirait une immense fierté de son savoir-faire manuel. Le troisième se nommait Samuel Lefebvre, un homme profondément pieux, muni d'un missel usé, qui entretenait des convictions très strictes sur la façon dont les veuves devaient se comporter. Ingrid ne prit même pas la peine de lever les yeux. Elle continua simplement à manier sa pelle. Une vraie dame chrétienne se devrait de solliciter la charité de sa paroisse, déclara Samuel d'un ton moralisateur. Il n'est guère digne pour vous de peiner telle une bête de somme. Et sans charpente adéquate, dépourvue de vitres et sans une solide cheminée en pierre, intervint Jacob en secouant la tête, cette cabane ne résistera pas à un seul hiver. J'en ai vu des ossatures bâclées dans ma vie. Mais ça, c'est un pur suicide. Thomas s'approcha un peu plus. Madame, je suis disposé à vous faire une proposition généreuse. Vous pourriez venir travailler sur mon domaine. Faire la cuisine, maintenir l'endroit en ordre. Je vous donnerai 20 francs par mois et vous bénéficierez d'une chambre chauffée. Nul besoin de vous tuer à la tâche en pleine nature. Ingrid finit par interrompre son excavation. Elle essuya la sueur de son front avec le dos de son gant. Elle fixa les 3 gentilshommes de ses yeux bleus perçants qui avaient de contempler les flots traîtres de la mer du Nord sans l'ombre d'une crainte. « J'apprécie votre sollicitude, messieurs », répondit-elle, son fort accent roulant lourdement les airs. Cependant, mon aïeul a érigé des maisons en bois en Norvège qui tiennent encore debout depuis 2 siècles. C'est auprès de lui que j'ai appris mon métier. Par ailleurs, mon mari n'a pas rendu l'âme dans le simple but que je devienne la servante d'un autre. Les 3 hommes échangèrent des regards furtifs. C'était ce mélange particulier de compassion et de mépris habituellement réservé aux personnes qu'ils jugent insensées mais inoffensives. Thomas se contenta de hausser les épaules. « L'orgueil est un péché mortel, madame », grommela Samuel tandis qu'il faisait faire demi-tour à leur monture. Et les hivers dans cette région n'épargnent guère les vaniteux. Néanmoins, Ingrid n'agissait aucunement par prétention. Elle s'appuyait sur le bon sens, car une image très précise restait gravée dans sa mémoire. Elle se souvenait de son grand-père, lors d'une soirée enneigée en Norvège, lui montrant les cloisons d'une grange antique. Il s'agissait de parois incroyablement épaisses. Elles n'étaient pas façonnées en maçonnerie. Elles n'avaient pas été fabriquées à partir de bois onéreux. Elles étaient construites en paille densément tassée. C'était de la paille liée avec de la boue, un matériau qui emprisonnait des poches d'air et métamorphosait le froid glacial en un refuge douillet. Le secret ne réside pas dans le fait de brûler toujours plus de bûches, lui avait confié son aïeul d'une voix grave et solennelle. La véritable astuce consiste à s'assurer que la chaleur ne s'échappe jamais. Une épaisse barrière de paille vaut bien plus que tout l'or du monarque. Avec cette certitude ancrée en elle, elle entama sa besogne. Pendant 6 semaines éreintantes, Ingrid trima dès les premières lueurs de l'aube jusqu'à ce que ses mains calleuses ne puissent plus tenir ses outils. Tout d'abord, elle assembla l'ossature rudimentaire du logis. Des poteaux en bois bon marché, de fines poutres de soutènement, absolument rien de luxueux. Puis vint l'étape qui ferait d'elle la risée de tout le département. Elle rassembla le moindre brin de paille sur lequel elle pouvait mettre la main. Les tiges résiduelles de la moisson automnale, des déchets que les paysans du coin brûlaient, d'ordinaire, ou laissaient pourrir dans les prés. Des ballots qu'il lui cédait volontiers tout en ricanant dans son dos. « Prenez-en autant que vous le souhaitez, madame », lui disait-il. « Si vous avez vraiment l'intention d'ériger une maison en paille, vous nous offrirez au moins une sacrée belle histoire à raconter autour du poêle. » Cet hiver, Ingrid charriait les bottes dans une carriole bancale tractée par un vieil âne qu'elle avait acheté pour la modique somme de 15 francs. Trajet après trajet exténuant d'imposants tas de tiges dorées. Ensuite, elle commença à combler les cavités vides entre ces montants en bois. Elle ne se contenta pas d'y jeter la matière négligemment. Elle la compressa. Elle la damait avec une force prodigieuse. Elle forgea des blocs denses et rigides qui refusaient catégoriquement de laisser pénétrer les courants d'air. Les cloisons de la bâtisse s'élevèrent lentement, massives, incroyablement épaisses, mesurant près de 60 cm de profondeur. Au moment où elle acheva l'assemblage, la cabane s'apparentait à une étrange butte bosselée se détachant sur l'horizon de la plaine. Les fenêtres étaient à minuscules. La porte d'entrée était d'une hauteur inhabituellement basse. Pourtant, le moindre centimètre avait été pensé dans un but précis. Par la suite, elle mélangea de la boue épaisse avec des tiges supplémentaires et enduisit l'intégralité de l'extérieur. Cela faisait office de bouclier résistant pour repousser la pluie battante et les fortes chutes de neige. Enfin, elle la couronna d'une toiture basse,
presque plate, recouverte de tuiles de bois de récupération provenant d'un hangar à l'abandon. La dépense finale était dérisoirement faible pour les standards de l'époque, à peine 60 francs. Cette somme incluait même les planches, l'âne têtu, quelques outils d'occasion et ses clous en fer. Pendant qu'Ingrid apportait les dernières retouches à son logis excentrique, ses voisins bâtissaient leurs demeures convenables et respectables. Thomas Delacroix employait une équipe de charpentiers qui martelaient sans relâche sur son vaste domaine. Il utilisait des madriers de pin acheminés de loin, de véritables fenêtres en verre, une imposante cheminée en briquemours rouge cuite. L'addition avait largement gonflé au-delà de 2500 francs, un montant dont il se vantait ouvertement. Une propriété reflète la véritable valeur du gentilhomme qui y réside, clamait-il à quiconque voulait bien l'écouter. Jacob Müller édifia sa maison en respectant les strictes traditions germaniques. Des murs robustes façonnés à partir de rondins massifs, soigneusement colmatés avec de la mousse et de l'argile, inébranlables, fiables. Exactement les mêmes procédés que son père avait toujours loués. Il injecta un bon 1,5 milliard de francs dans ce projet. Samuel Lefebvre opta pour une bâtisse à colombage dotée d'un vaste salon destiné à accueillir les réunions de prière. Il vida les économies de toute une vie pour y parvenir. 1250 francs. Chaque planche fut clouée avec une ferveur religieuse. Lorsqu'Ingrid alluma enfin sa toute première flambée dans le modeste poêle de sa cabane vers la mi-octobre, un phénomène véritablement remarquable se produisit. La chaleur ne s'évapora point. Elle persistait. Elle s'accumulait à l'intérieur de ces lourdes parois bourrées de paille. Et quand elle laissait les braises s'éteindre au cours de la nuit, la température ambiante ne chutait que d'1 ou 2 degrés tout au plus. Les principes physiques sous-jacents se révélaient simples mais incroyablement efficaces. Les brins séchés renferment des millions de poches d'air microscopiques. L'air stagnant s'avère être un conducteur d'énergie thermique terriblement médiocre. Par conséquent, chaque fois que la chaleur tentait de s'échapper vers les terres glaciales, elle devait naviguer à travers un labyrinthe de 60 cm d'épaisseur. La majeure partie de cette tiédeur finissait pratiquement par capituler et rebondissait directement à l'intérieur de la pièce. La masse thermique fournie par le mélange d'argile et de paille emmagasinait également la chaleur diurne, la restituant progressivement une fois le soleil couché. Cela donnait vraiment l'impression de résider à l'intérieur d'un nid géant et isolé. Les tout premiers colons qui passèrent à cheval remarquèrent qu'aucune traînée de fumée continue ne s'élevait de son toit. Ils firent halte pour tirer cette affaire au clair. Jacob Müller tapota le crépi extérieur avec un regard chargé de méfiance. « Quelle quantité exacte de bois brûlez-vous quotidiennement, Madame Sorenson ?»« 3, voire 4 petites bûches, rien de plus. » Jacob plissa le front. C'est inconcevable. J'écoule 20 quartiers de bois par jour et ma maison atteint tout juste une température supportable. Les murs épais constituent le véritable secret, clarifia Ingrid. La chaleur ne s'échappe tout simplement pas. De la paille, se moqua Jacob avec un mépris total. Dès que le vrai gel s'installera, ce remplissage absorbera l'humidité et finira par pourrir. Et si un seul mulot a le malheur d'y ronger un trou, toute votre installation s'effondrera. L'enduit de terre à l'extérieur sert de rempart, répliqua Ingrid. De plus, c'est tassé si fermement que pas même un courant d'air ne peut s'y frayer un chemin. Jacob s'éloigna à cheval en secouant la tête. Ce n'était pas parce qu'il nourrissait des doutes scientifiques, c'était parce que reconnaître qu'une veuve étrangère avait conçu une structure bien supérieure à ses 2 décennies d'expérience sur ces terres hostiles était une pilule que son ego refusait d'avaler. Le mois de novembre fit son apparition en apportant les premières vagues de froid mordant. Les températures nocturnes dégringolèrent à près de moins 15 degrés Celsius. Les maximales diurnes peinaient de même à franchir le cap de 0 degré. Les foyers de toute la région se lancèrent dans leur guerre annuelle contre le rude hiver jurassien. Du côté du vaste domaine de Thomas Delacroix, les employés de maison furent contraints d'alimenter 3 foyers distincts de jour comme de nuit. Leur consommation de bois était purement gargantuesque. 50 bûches par jour, peut-être plus. Cependant, la chaleur continuait de s'engouffrer dans les conduits pour s'évanouir dans les cieux. Ces fenêtres monumentales, qui paraissaient si majestueuses durant la saison estivale, s'avérèrent être de redoutables voleuses de chaleur en hiver. Des courants d'air glaciaux sifflaient sans répit à travers les interstices des lames de plancher. Thomas envoya des cavaliers acquérir des couvertures supplémentaires, de lourds lainages, des peaux de bêtes. Malgré tout cela, au petit matin, l'eau reposant dans les cuvettes de sa chambre était couronnée d'une solide croûte de givre. Dans le chalet de Jacob Müller, la situation était légèrement meilleure, bien que loin d'être idéale. Ces solides murs de rondins parvenaient à conserver une part décente de chaleur, mais ces hauts plafonds jouaient complètement en sa défaveur. L'air chauffé montait vers la charpente et y restait emprisonné. Le plancher demeurait tout bonnement glacial. Son épouse et ses enfants dormaient tout habillés. Ils gardaient leurs lourdes bottes et leurs épais manteaux sous les draps.
La réserve de bois s'amenuisait à vue d'œil, à une vitesse alarmante, et tenter de s'approvisionner en rondins supplémentaires au cœur de l'hiver se révélait à la fois coûteux et périlleux. Samuel Lefebvre affrontait la crise la plus sévère d'entre tous. Sa vaste maison, construite spécifiquement pour accueillir de grandes assemblées, était totalement impossible à chauffer de manière uniforme. Les courants d'air se montraient incessants et cinglants. La cheminée principale tirait fortement, mais cela signifiait simplement qu'elle aspirait activement l'air chaud de l'intérieur pour le recracher en plein blizzard. Sa femme développa rapidement une toux sèche et persistante. La cendre et la fumée, souvent rabattues dans l'âtre par les vents changeants, ne faisaient qu'aggraver la situation. Pendant ce temps, du côté du repère en ballot de paille d'Ingrid, le quotidien offrait un tableau radicalement différent. Chaque matin, elle sortait du sommeil sans subir la morsure cinglante de l'air glacial. La température intérieure plongeait rarement en dessous de 12 degrés Celsius, même lorsque le monde extérieur se muait en glace compacte. Elle allumait une flamme modeste, à peine de quoi préparer son repas matinal. Et ce maigre apport de chaleur s'avérait parfaitement adéquat pour hisser la température de la pièce jusqu'à un très agréable 18 ou 20 degrés. Il n'y avait absolument aucune brise glacée. Ces fenêtres miniatures se révélaient extrêmement faciles à calfeutrer. La porte surbaissée, bien qu'un tantinet peu pratique, restreignait considérablement la déperdition de chaleur à chaque fois qu'elle sortait. Et ces parois colossales accomplissaient leur devoir silencieusement et à la perfection. Ingrid dépensait de simples centimes en petits bois, tandis que ses fiers voisins réduisaient des francs entiers en cendres. Par un sombre après-midi de décembre, alors que les vents de la plaine hurlaient, avec une fureur exceptionnelle, Samuel Lefebvre décida de lui rendre visite. Une visite officielle, prétendait-il, uniquement pour s'assurer du bien-être d'une veuve isolée. À vrai dire, une pure curiosité le rongeait de l'intérieur. Comment diable était-il possible que cette bicoque risible ne crache pas d'épaisses colonnes de fumée noire à l'instar de toutes les autres demeures de la région? Ingrid l'accueillit à l'intérieur et lui proposa une tasse de thé fumante. Samuel baissa la tête pour franchir le petit encadrement et nota instantanément quelque chose de singulier. De la chaleur, une chaleur véritable et réconfortante. Il balaya rapidement la pièce du regard à la recherche du poêle. Celui-ci trônait dans le coin, plutôt exigu, mais aucune flamme n'y grondait. Seules quelques braises moribondes subsistaient. « Il y a combien de temps que vous avez laissé s'éteindre ce feu » s'enquit-il d'un ton soupçonneux. « Plutôt dans la matinée. Il y a environ 6 heures de cela. » Samuel appuya sa paume contre l'enduit intérieur. La surface paraissait agréablement tiède. Pas brûlante, juste agréablement tiède. C'était comme si l'architecture elle-même exhalait de la chaleur avec lenteur. Il se vit contraint de retirer son lourd par-dessus car il commençait à transpirer. « Ce n'est tout bonnement pas naturel », grommela-t-il dans sa barbe. « C'est la chose la plus naturelle au monde », le corrigea Ingrid. « C'est exactement de cette façon que la nature nous enseigne à survivre. L'air mort capturé à l'intérieur des brins de paille constitue le meilleur isolant qui soit, plus performant que le gros œuvre en bois, supérieur à la pierre massive. » Samuel prit place sur une chaise, il sirota sa boisson chaude dans un silence absolu. Son esprit buté livrait une bataille acharnée entre l'évidence incontestable et son propre orgueil profondément enraciné. Finalement, il prit la parole. « Mais les saintes écritures stipulent clairement qu'un homme sage bâtit sa maison sur le roc. Et j'ai choisi de construire la mienne avec ce que le Seigneur a fourni en abondance absolue, » rétorqua Ingrid. « Cette même paille que d'autres individus rejettent avec tant de bêtises. » Samuel vida sa tasse de thé et prit congé. Il n'offrit pas le moindre mot de gratitude. Il refusa d'admettre qu'il avait tort. Mais, à l'instant même où il remit les pieds dans son propre salon glacial, il fusilla du regard ses coûteuses parois en bois avec un sentiment qui s'apparentait dangereusement à de la pure rancœur. Décembre s'effaça pour laisser place à janvier. Et ce mois de janvier 1881 resterait gravé dans les annales comme la période où l'enfer en personne gela sur place. Tempête de neige après tempête de neige, les rafales s'abattaient sur les plateaux. Les congères s'amoncelaient les unes sur les autres dans un assaut blanc impitoyable. Les bourrasques septentrionales soufflaient avec une telle sauvagerie qu'elles couchaient les clôtures et arrachaient les toitures mal fixées de leurs charpentes. Les températures plongèrent vers des abysses que les habitants de la région n'avaient encore jamais affrontés, 40 degrés sous zéro, 42. Lors des nuits les plus lugubres, le mercure s'effondra jusqu'à un glacial moins 47 degrés Celsius. À de tels extrêmes, la trame même de la réalité se métamorphose, le souffle d'un individu se cristallise instantanément dans l'atmosphère, retombant sur le sol tel de la poussière de diamant. Le bois de charpente devient aussi fragile que le verre d'une lucarne. Les clous en fer sautent hors de leur trou à mesure que le métal se rétracte violemment. Quant au bétail, ces pauvres bêtes qui portaient sur leurs épaules l'avenir financier de familles entières, ils trépassent sur place. Ils gèlent si subitement qu'ils se transforment en statues macabres parsemées dans les prés.
Aux quatre coins du département, les exploitations agricoles se muèrent en champs de bataille désespérés. Les familles jetaient aux flammes tout ce qui leur tombait sous la main. Du mobilier, des livres reliés, des lattes de plancher arrachées à même le salon. L'absolue nécessité de se réchauffer anéantissait totalement la moindre once de bon sens. Du côté du manoir des Delacroix, la situation s'avérait foncièrement catastrophique. Ils avaient épuisé l'intégralité de leur réserve hivernale de stères de bois dès la première semaine du mois. Le maître des lieux fut contraint d'envoyer ses ouvriers agricoles à la recherche de combustible, mettant leur propre existence en péril au milieu de cette purée de pois laiteuse. 2 de ces journaliers subirent des gelures dévastatrices. L'un d'eux perdit 3 orteils, tandis que l'autre dut sacrifier une oreille. Ces superbes cheminées en briques développèrent de sérieuses fissures à cause des violents chocs thermiques. Une suie dense commença à s'infiltrer dans les pièces à vivre. La famille de Thomas se réveillait à chaque aurore en s'arrachant les poumons à force de tousser. Son épouse fondit en larmes. Elle l'implora de plier bagages et de retourner à la capitale, vers n'importe quel endroit pour fuir ce cauchemar glacial. Jacob Müller faisait face à son propre désastre personnel. Un soir, un courant d'air traître renversa une lampe à huile. Les flammes prirent avec une célérité épouvantable. Par on ne sait quel miracle, ils parvinrent à étouffer le brasier, mais pas avant qu'il n'ait carbonisé la moitié d'une cloison intérieure. À présent, ils se retrouvaient avec une ouverture béante qui laissait les rafales glaciales trancher l'air tel le couteau d'un boucher. Ils bouchèrent la brèche avec de lourdes couettes et clouèrent maladroitement des planches par-dessus, mais rien ne parvenait vraiment à repousser le froid. Jacob s'acharna jour et nuit à la seule fin de maintenir les braises incandescentes. Ses paumes étaient ensanglantées à force de fendre d'innombrables bûches. Sa colonne vertébrale pliait sous le poids écrasant de l'épuisement pur et simple. Samuel Lefebvre vit son pire cauchemar se matérialiser. Sa cadette, la petite Marie âgée de 7 ans, contracta une sévère pneumonie. Sa toux devint caverneuse, chargée de sécrétions. L'enfant se consumait sous une fièvre féroce, et pourtant, elle tremblait violemment à cause des courants d'air. Il était impossible de trouver le moindre médecin, les sentiers étant complètement étouffés par les congères. Samuel se laissa tomber à genoux pour prier jusqu'à ce que ses jambes s'engourdissent totalement. Toutefois, ses supplications désespérées envers le Tout-Puissant ne contribuèrent en rien à réchauffer le salon. En parallèle, à l'intérieur du refuge en bottes de paille, cette même structure que tout le monde avait qualifiée d'entreprise insensée, Ingrid vivait dans un état de quiétude presque surréaliste. Bien entendu, elle avait pleinement conscience des atrocités qui se déroulaient à l'extérieur. Elle parvenait à entendre le hurlement de la tempête. À travers son minuscule carreau, elle observait la neige implacable ensevelir la région. Et pourtant, bien à l'abri derrière ces immenses barrières, sa routine quotidienne se poursuivait sans encombre. Elle allumait un modeste foyer une fois par jour, de temps à autre, 2 fois. Et cela s'avérait amplement suffisant. L'atmosphère intérieure ne descendait jamais sous la barre des 10 degrés Celsius. Une fois le poêle en marche, la température grimpait aisément à 21 voire 22 degrés. Une différence vertigineuse de près de 60 degrés Celsius comparée aux conditions létales au-delà de sa porte. Elle se nourrissait de pain frais qu'elle pétrissait elle-même, accompagnée de bols de bouillon fumant. Elle s'affairait à son tricot et lisait des passages de son unique exemplaire de la Bible. Et de temps à autre, très ponctuellement, ses pensées vagabondaient vers ses voisins hautains, lui laissant un sentiment qui oscillait entre un profond chagrin et une résignation silencieuse. Puis survint la redoutable soirée du 23 janvier. La tempête de neige atteignit son apogée absolu. La bourrasque ne se contentait plus de hurler, elle rugissait. On aurait dit les cris d'un prédateur vivant et affamé. Le voile blanc se déplaçait de manière parfaitement horizontale. Il était impossible de distinguer quoi que ce soit à plus de quelques centimètres de sa propre main tendue. Et le mercure s'effondra jusqu'à moins 42 degrés Celsius. Dans des circonstances pareilles, un individu dépourvu d'équipement adéquat succombera en l'espace de quelques minutes. Vos poumons se glacent, votre flux sanguin se transforme en boue. Votre cœur battant finit purement et simplement par rendre l'âme. De retour à la résidence de la Croix, les foyers vrombissants ne parvenaient plus à soutenir le combat. Le gel s'insinuait à travers la moindre petite fissure, à travers les châssis des fenêtres et sous les encadrements des portes. Thomas rassembla l'intégralité de sa maisonnée dans une seule pièce. Ils accrochèrent de lourdes édredons contre le plâtre. Ils jetèrent au feu le moindre objet inflammable en leur possession. Mais cela ne suffisait toujours pas. Son fils aîné, tout juste âgé de 19 ans, le fixa avec une terreur absolue dans le regard. « Père, nous allons mourir de froid ici !» Thomas, le riche patriarche, ce gentilhomme arrogant qui avait toisé de haut une veuve sans le sou, éprouva une émotion qu'il n'avait jamais connue au cours de son existence. Un effroi absolu et pur.
Et quelque chose de plus sombre encore, la certitude accablante que sa propre vanité obstinée venait de condamner sa chair et son sang. Dans le chalet des Muller, l'ouverture calcinée dans la cloison s'était littéralement métamorphosée en arrêt de mort. La température intérieure avait plongé en dessous des moins 10 degrés Celsius. Ses plus jeunes enfants avaient cessé de pleurer. Ils se contentèrent de frissonner dans un mutisme complet. Cette quiétude horrifique qui annonce systématiquement les stades ultimes de l'hypothermie. Jacob savait pertinemment ce que cela signifiait. Il avait déjà vu des adultes gelés sur pied dans ces contrées isolées. D'abord vient le silence, ensuite s'installe une lourde somnolence, et pour finir, le néant absolu. Du côté de la ferme des Lefebvre, la petite Marie s'éteignait à petit feu. Sa respiration se faisait courte et frénétique. Son teint avait pris une nuance bleuâtre et maladive. Sa mère berçait la fillette en la serrant fort contre sa poitrine, s'efforçant désespérément de lui transmettre sa propre chaleur corporelle. Toutefois, la femme elle-même était en train de se changer en glace. Samuel, le fidèle paroissien, cet homme à la fois inébranlable, leva les bras vers le plafond et hurla « Seigneur, si vous nous avez abandonnés, dites-le-moi simplement. Mais je vous en supplie, ne prenez pas ma petite fille. » Ce fut son épouse qui le tira de sa panique. Celle-là même qui prononça la phrase exacte qui allait sauver leur foyer. « Va chez la veuve, dirige-toi vers cette bâtisse en paille, ravale ta fierté et implore son aide. » Samuel regarda sa conjointe comme si elle venait de suggérer de sceller un pacte avec le diable. « Tu souhaites que j'admette que cette folle avait raison depuis le début? Confesse tout ce qu'il te plaira, sauve simplement la vie de notre fille. » C'est ainsi que, lors de la nuit la plus glaciale, au cœur du blizzard le plus féroce, 3 hommes d'une grande fierté tentèrent l'impossible. Thomas Delacroix emmitoufla ses proches dans toutes les couettes qu'il possédait. Jacob Muller hissa ses plus jeunes enfants sur ses épaules. Samuel Lefebvre emmaillota Marie fermement dans d'épaisses peaux de mouton. Et les 3 groupes entamèrent ce cheminement atroce en direction de la crête où patientait cette étrange habitation semi-enterrée. L'expédition fut tout sauf une partie de plaisir. Les amas de neige les engloutissaient jusqu'à la ceinture. La bise hurlante les martelait tels des marteaux en plein élan. La moindre enjambée s'apparentait à un supplice absolu. Respirer donnait l'impression d'avaler du verre brisé. Néanmoins, l'instinct de survie primitif surpasse haut la main la vanité humaine, car il est infiniment plus puissant. Ingrid dormait à poing fermé lorsqu'elle perçut le bruit d'un martèlement frénétique sur sa porte. Des coups désespérés, faibles, et pourtant d'une incroyable persistance. Elle se leva de sa couchette, drapa un lourd châle en laine sur ses épaules et déverrouilla l'imposante porte en bois. Le spectacle qui s'offrit à elle lui glaça le sang bien plus intensément que n'importe quelle bourrasque hivernale n'aurait pu le faire. 3 familles distinctes, près d'une quinzaine d'âmes au total, couvertes de la tête aux pieds d'un givre blanchâtre, frémissant sans pouvoir se contrôler, les yeux caves et hantés, les lèvres d'un violet profond. Blottie dans l'étreinte de Samuel se trouvait une fillette qui semblait infiniment plus proche du tombeau que du monde des vivants. Ingrid ne prononça pas la moindre syllabe. Il n'y avait rigoureusement aucun besoin de discourir. Elle s'écarta simplement du passage et ouvrit le battant aussi largement que les gonds le lui permettaient. « Entrez, dépêchez-vous !» La foule grelottante s'entassa à l'intérieur de la modeste pièce. L'habitation de terre n'avait assurément pas été conçue pour contenir un tel rassemblement. Mais ce détail n'avait pas la moindre importance. Car à la seconde même où ils franchirent le seuil, leurs organismes enregistrèrent une sensation qu'ils avaient totalement oubliée. La chaleur. Ce n'était point une chaleur torride et écrasante. Elle était dépourvue de l'intensité féroce et violente d'un âtre qui gronde en désespoir de cause. Il s'agissait d'un environnement apaisant, parfaitement homogène et profondément réconfortant. C'était comparable au fait de se laisser choir dans la tendre étreinte d'une mère. Les ballots de paille comprimés, ces barrières même dont il s'était ouvertement moqué, irradiaient une quiétude absolue. La température était d'une stabilité à toute épreuve. Pas le moindre courant d'air, aucune suie suffocante. Uniquement un asile thermique à l'état pur. Thomas Delacroix s'effondra à genoux sur le sol en terre battue. Non pas par dévotion religieuse, tout simplement car ses jambes gelées refusèrent de supporter son poids 1 minute de plus. Jacob Muller serra les paupières et laissa les larmes ruisseler sur ses joues burinées. Samuel déposa délicatement Marie à proximité de la flambée modeste qu'Ingrid s'affairait déjà à raviver. Durant les heures qui suivirent, la veuve norvégienne circula à travers la pièce telle une guérisseuse silencieuse des montagnes. Elle prépara des marmites de thé bouillant. Elle nourrit les petits de bouillon tiède à la cuillère. Elle inspecta méticuleusement leurs extrémités, traquant la moindre trace de tissu nécrosé. Et tandis qu'elle vaquait à ses occupations, les fiers gaillards l'observèrent dans un silence teinté d'une humilité absolue. Thomas finit par briser cette quiétude, sa voix n'étant guère plus qu'un chuchotement rocailleux. « Madame Sorenson, j'ai été un idiot fini, un sot vaniteux et arrogant. » Ingrid ne rétorqua pas immédiatement, continuant de servir le ragoût à la louche. Après un long silence, elle finit par prendre la parole. «
L'orgueil a cette fâcheuse tendance à nous aveugler tous, sans exception, à un moment ou à un autre de notre parcours, monsieur Delacroix. La seule chose qui importe vraiment, c'est de savoir si nous décidons d'en tirer une leçon. Jacob Müller fixa longuement et intensément les cloisons. Il fit glisser sa main sur l'enduit, avec une profonde révérence. Comment est-ce possible ? De quelle manière ce vulgaire déchet agricole parvient-il à accomplir ce que 20 années de menuiserie ont échoué à faire ? Parce que le monde naturel détient bien plus de sagesse que n'importe lequel d'entre nous, répliqua Ingrid avec douceur. Mon grand-père clamait toujours qu'un homme qui choisit de déclarer la guerre aux saisons finira inéluctablement par être vaincu. En revanche, le pionnier qui apprend d'elle, qui observe comment les créatures sauvages tisquent leur nid, qui laisse la terre elle-même guider sa main, voilà l'homme qui survit. Samuel Lefebvre restait assis en serrant Marie, dont la poitrine se soulevait et s'abaissait désormais sur un rythme beaucoup plus régulier. La tiédeur, tenace et rayonnante, l'arrachait activement au gouffre du trépas. Il posa son regard sur Ingrid, son visage affichant une gravité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, une humilité authentique et sans bornes. Le Seigneur a parlé directement par vos actes, madame, et j'étais bien trop engoncé dans ma droiture pour écouter le message. Le bon Dieu s'exprime au travers de multiples canaux différents, fit remarquer Ingrid avec tendresse, à travers les tiges de la moisson que nous balayons du revers de la main, à travers la sagesse silencieuse des anciens que nous choisissons d'ignorer, au travers des conseils que nous rejetons pour la simple raison qu'ils émanent de personnes que nous jugeons inférieures à notre condition. Au cours de cette nuit, d'une violence inouïe, 17 âmes trouvèrent le repos au sein d'un abri semi-enterré conçu pour un seul occupant. Ce n'était certes pas un agencement des plus spacieux, mais ils étaient parfaitement au chaud. Ils étaient complètement à l'abri. Et lorsque le jour se leva, alors que le soleil perçait enfin la lourde couverture nuageuse et que la tempête commençait à s'essouffler, ils émergèrent de cette porte de terre tels des êtres humains complètement métamorphosés. Dehors, dans les pré-jurassiens, le paysage s'apparentait à un cauchemar figé par la glace. Les troupeaux étaient intégralement décimés et les clôtures avaient été effacées de la surface du globe. Bon nombre d'exploitations avaient subi des dégâts structurels irréparables. Néanmoins, les habitants avaient conservé la vie. Et cela, ils l'avaient enfin compris, constituait l'unique chose qui revêtait une véritable importance. Dans les jours qui suivirent, alors que la région de Franche-Comté reprenait son souffle et dressait le bilan de la dévastation, un événement véritablement prodigieux commença à se profiler. Thomas Delacroix, le riche propriétaire terrien, engagea une équipe pour abattre des pans entiers de son vaste manoir, leur ordonnant de bâtir des murs d'une épaisseur double densément bourrés de paille. Jacob Müller passa des semaines entières assis aux côtés d'Ingrid, assimilant le moindre détail de ses méthodes d'assemblage. Il griffonnait à une vitesse folle dans son registre et posait des questions incessantes. Il autorisa enfin ses années d'expérience durement acquises à fusionner harmonieusement avec le savoir ancestral de la norvégienne. Samuel Lefebvre convoqua une assemblée extraordinaire au sein de la paroisse locale. Sauf que cette fois-ci, il ne s'y trouvait pas pour mener une prière, mais bien pour instruire. Il convia la veuve norvégienne à monter en chaire. Et se tenant face à une congrégation de 50 montagnards endurcis, elle exposa la physique élémentaire qui permettait à son logis miraculeux de fonctionner. Ce n'est point de la sorcellerie, expliqua-t-elle, son fort accent résonnant sous les poutres. Il s'agit de simples règles physiques. L'air stagnant est très inefficace pour diffuser la chaleur. Les tiges séchées capturent des millions de minuscules poches d'air à l'intérieur des cloisons. De ce fait, la tiédeur de votre âtre peine à se frayer un chemin vers le froid extérieur. Un rempart de 60 cm de bottes, tassé, agit exactement comme si vous enveloppiez votre salon dans une centaine de lourdes couvertures en laine. De surcroît, ce matériau ne coûte pas un sou, on en trouve partout, et les champs en produisent une nouvelle cuvée chaque automne. Les villageois burent ces paroles avec l'attention féroce de gens qui venaient tout juste de regarder la faucheuse droit dans les yeux. Il n'y eut absolument aucun ricanement, ni de moquerie paternaliste, uniquement un respect profond et inébranlable. Au fil des décennies suivantes, la philosophie de construction d'Ingrid devint la norme absolue à travers cette étendue du massif jurassien. Toutes les résidences n'étaient pas érigées exclusivement à l'aide de ballots. Toutefois, la quasi-totalité d'entre elles intégrait une méthode d'isolation épaisse reposant sur des ressources naturelles et abondantes, de la paille, des herbes sèches, des alpages ou même de la sciure compacte. Les saisons glaciaires demeurèrent tout aussi impitoyables qu'auparavant, mais elles cessèrent de représenter une condamnation à mort inéluctable. Thomas Delacroix ne parvint jamais à reconstituer entièrement sa colossale fortune. Les frais onéreux liés au remaniement de son domaine et au remplacement de ses troupeaux congelés infligèrent un coup sévère à ses finances. Cependant, il vécut assez vieux pour voir ses petits-enfants grandir en toute sécurité à l'intérieur d'un salon douillettement chauffé.
Et chaque fois qu'il relatait les atrocités de ce gel de janvier, il concluait invariablement son récit par la même phrase exacte. Une veuve démunie a sauvé chacun d'entre nous parce qu'elle a eu l'humilité de prêter l'oreille aux voix de ses aïeux, tandis que le reste d'entre nous, aveuglés par nos portefeuilles garnis et nos égos surdimensionnés, avons bien failli précipiter nos propres familles dans des tombes précoces. Jacob Müller devint par la suite le défenseur le plus éloquent de la technique des ballots de paille. Il chevaucha vers les bourgades limitrophes, il anima des ateliers de construction gratuits, il rédigea des manuels de charpente faciles à déchiffrer et remplis de croquis méticuleux. Et il s'assura systématiquement d'en attribuer le mérite à qui de droit. Rien de tout cela n'est mon invention, c'est l'œuvre de Madame Sorenson. J'ai simplement eu l'immense honneur de devenir son élève. Samuel Lefebvre eut la chance de voir sa petite-fille Marie devenir une femme, épouser un homme de bien et élever ses propres bambins. À chaque hiver, au moment précis où les premiers flocons commençaient à virevolter dans le ciel, il marchait jusqu'à la pierre tombale d'Ingrid pour y déposer une gerbe fraîche. Car Ingrid Sorenson s'était éteinte paisiblement en 1893, à l'âge vénérable de 73 ans, au sein de son habitation chérie en terre, endormie dans son lit et totalement enveloppée de chaleur. Bien plus de 200 habitants de la région se présentèrent pour lui rendre un dernier hommage lors de ses funérailles. Des personnes qui avaient adopté sa sagesse en matière d'architecture. Des parents dont les enfants respiraient encore uniquement grâce à sa clairvoyance. Des voisins qui avaient finalement compris que la modestie et un regard aiguisé sur la nature valent bien plus que tout l'or dissimulé dans les montagnes du Jura. Sa stèle funéraire arbore une épitaphe d'une simplicité remarquable. Il s'agissait d'une phrase qu'elle avait personnellement choisie des années auparavant. Ici repose Ingrid Sorenson, elle écoutait les anciens, elle observait la terre. Elle ignora les railleries des orgueilleux et elle secourut des âmes en n'utilisant rien d'autre que de la paille des champs et de l'humilité. Ce récit s'ancre dans une vérité absolue. Les noms spécifiques peuvent y varier selon la personne qui tisse l'histoire à travers les vallées. Mais le message fondamental demeure fermement intact. Dans ces rudes contrées, à la fin du XIXe siècle, à une époque où l'existence était féroce et où les tempêtes hivernales ne faisaient de preuve d'aucune pitié, ce sont les gens humbles qui ont réussi à perdurer. Non pas simplement parce qu'ils possédaient des portefeuilles plus garnis, ni parce qu'ils jouissaient d'une influence politique plus marquante. C'était plutôt parce qu'ils détenaient la sagesse d'écouter véritablement, d'observer le monde qui les entourait, de puiser des leçons vitales des générations qui avaient arpenté ces chemins avant eux. La toute prochaine fois que quelqu'un se moquera de votre approche directe, de votre solution sans prétention ou du savoir désuet dont vous avez hérité, laissez votre esprit vagabonder vers Ingrid. Gardez à l'esprit que cette même structure que le village entier qualifiait de détritus a fini par préserver des vies pile au moment où les manoirs luxueux pliaient sous la pression. N'oubliez jamais que l'héritage ancestral, ce genre de savoir-faire traditionnel que la société actuelle adore tourner en ridicule, renferme de profondes vérités que les outils modernes et coûteux négligent fréquemment. Et souvenez-vous bien qu'un authentique pionnier avisé n'est jamais celui qui assemble la propriété la plus vaste ou la plus onéreuse. C'est plutôt la personne qui érige un refuge capable de garantir la survie de sa famille jusqu'au dégel printanier. Un repère où ses enfants s'éveillent en se sentant en sécurité et réchauffés. Où un foyer douillet ne s'achète pas avec d'épaisses liasses de billets, mais se forge au contraire grâce à la compréhension, à une patience inépuisable et à un respect profond pour les leçons que la terre offre si généreusement. Des récits historiques comme celui d'Ingrid servent à nous rappeler que la modestie et l'attention sont infiniment plus précieuses que n'importe quelle concession aurifère. Que les expériences vécues par nos grands-pères et nos grands-mères, ces robustes pionniers qui ont bravé des épreuves féroces avec presque rien, représentent un coffre au trésor bien plus riche que n'importe quelle chambre forte de banque. Si cette histoire d'une revanche éclatante a touché une corde sensible en vous, si elle vous a prouvé qu'il existe bel et bien un itinéraire alternatif, une voie où l'opprimé triomphe non par la force brute mais par la ruse, alors assurez-vous de la transmettre. Partagez-la avec un ami qui a désespérément besoin qu'on lui rappelle que le tout-puissant argent ne résout pas tous les maux, que le fait de nourrir un immense respect envers nos aînés sert un objectif hautement pragmatique, que les réponses les plus dénuées de complexité se révèlent souvent être les plus tenaces à notre disposition. Car dans une société qui prise perpétuellement le luxe au détriment de l'utilité brute, le flambant neuf face à ce qui a fait ses preuves, et l'arrogance contre l'humilité, rabâcher ses comptes d'antan est un acte de pure rébellion. Ils agissent comme des rappels obstinés que nos aïeux étaient loin d'être des imbéciles. C'étaient des maîtres de la survie. Et si nous avons la ferme intention de survivre aux hivers rudes de notre propre époque moderne, il serait incroyablement judicieux de nous brancher sur ces voies anciennes que l'histoire tente si souvent de faire taire. Le repère de terre d'Ingrid n'est plus debout à l'heure actuelle.
L'inexorable marche du temps et les rudesses du climat montagnard ont fini par récupérer ses bottes densément compressées. Cependant, son héritage fondamental perdure de manière absolue. Il subsiste dans les techniques de construction durable que nous exhumons actuellement et que nous arborons fièrement comme s'il s'agissait d'inventions toutes neuves. Il respire à l'intérieur des résidences en paille que les architectes contemporains dessinent avec une profonde admiration. Il continue de vivre au sein de chaque individu qui prend conscience que mener une existence simple et sensée véhicule bien plus de dignité que de résider dans une onéreuse, mais ô combien fragile demeure de verre. Et lors de ces soirées d'hiver d'un froid de canard, pile au moment où la bise se met à hurler exactement comme elle le faisait en janvier 1881, certains habitants jurent que si vous tendez l'oreille, vous pouvez percevoir le faible murmure d'une vieille pionnière norvégienne. Une voix fantomatique s'exprimant d'un ton doux et pourtant inflexible. Le secret ne réside pas dans le fait de brûler toujours plus de bûches. La véritable astuce consiste à s'assurer que la chaleur ne s'échappe jamais. Et le plus grand des secrets, c'est de choisir d'écouter les personnes mêmes que votre propre orgueil vous supplie d'ignorer. Qu'il en soit donc ainsi. Tirons-en une leçon, conservons cela dans nos mémoires. Et honorons à tout jamais ces âmes pleines d'humilité qui ont réussi à nous secourir alors que les puissants de ce monde n'avaient de rien d'autre à offrir que des cendres glaciales.